Bon, nous y voilà, on est devant l'entrée dans laquelle on aimerait faire passer Willy. Et donc, ben, on va voir si ça passe. Est-ce que je peux vous placer pour que vous voyez mes exploits? What? On dirait que c'est moisi. C'est quoi ce truc? En milliers de petites microparticules de plastique, comme ça. C'est la petite plage vers laquelle on va pouvoir, comme disait David, marcher tous les matins. Allez, maintenant, let's go pour ouvrir les colis Vinted. Cette architecte sur laquelle on fantasme depuis des mois et des mois. J'en reviens pas. Bon, continue. Hello hello, j'espère que tout le monde va bien. Je vous emmène dans un nouveau vlog à la cool puisque ben voilà, on a acheté notre terrain au Portugal. Si vous n'avez pas vu la vidéo juste avant, je vous le présentais un petit peu pour avoir une vidéo de base en fait, pour qu'on puisse toujours pouvoir se reporter à ces images-là pour se dire d'ici 2 ans, 3 ans, quand la maison sera terminée, voilà de quoi on est parti. Donc voilà, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller voir cette vidéo d'abord. Mais voilà, nous sommes les heureux propriétaires de cet incroyable terrain au Portugal qu'on a cherché pendant si longtemps et qui correspond tellement à ce qu'on a cherché. Et là, ça y est, on amène Willy, notre van, puisque c'était ça le plan, c'était d'aménager un van pour le placer sur notre terrain en attendant que les travaux avancent, que la maison soit construite. Donc si vous voulez, quand on revient 2 ans en arrière et qu'on en était encore au stade d'imaginer cette idée, de rêver, et que là, en fait, concrètement, on est en train de réaliser ça, bah c'est fou. On vous amène donc avec nous toute cette semaine pour cette prise en main, on va dire. Je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Déjà, il va falloir qu'on réussisse à mettre Willy sur le terrain, ce qui n'est pas chose aisée. Et puis ensuite, bah voilà, qu'on démarre, qu'on réfléchisse un petit peu sur le design du terrain, le design en permaculture. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, où et comment. On commence notre petite vie aussi dans les alentours. Enfin bref. Tout ça, c'est hyper excitant. Je suis très heureuse de vous emmener avec nous dans cette aventure qui ne fait que démarrer. C'est parti, let's go! Donc là, la marche à suivre, ça va être de débroussailler un petit peu tout ça, histoire de voir où le mur tombe exactement. Là, pareil, hein, il y a une espèce de petit mur de pierre aussi. Donc essayer de bien tout débroussailler pour qu'on puisse bien voir. Et puis ensuite, éventuellement, bouger un petit peu des choses pour faire en sorte de rentrer. Il faudrait que tu coupes, hein. Remarque, tu peux couper avec ta scie là. Prends ta scie et tu coupes tout. Hein. Ici, hein. Du coup, nos premiers investissements pour le terrain, ça a été uma enxada, c'est l'espèce d'outil là que David il utilise, une sorte de pelle en fait. Mais les Portugais, ils adorent ce truc. Tous les jardiniers en ont une. Et une petite scie comme ça pour aller découper les branches pour faire passer Willy. Est-ce que je peux vous placer pour que vous voyez mes exploits? C'est bon, ça coupe. Ouais, ça coupe facile. N'empêche, c'est les premiers travaux qu'on fait sur le terrain. Il y a une espèce de culpabilité du genre on est en train de faire un truc un peu interdit dans un endroit qui nous appartient pas. Je sais pas si ça te fait ça. Moi ça me fait ça. J'ai l'impression, je sais pas, j'ai besoin de me rappeler que c'est chez nous en fait, donc on a le droit de faire ça. Regardez ce que ça donne. Franchement, on pense qu'on va le faire, même easy, j'aurais tendance à dire. Et on va pouvoir installer Willy par là. Avec cette vue là. Si vous n'aviez encore jamais eu l'occasion de voir ce que fait un sac en plastique en décomposition dans la nature, eh bien il se désagrège en milliers de petites microparticules de plastique comme ça. Et encore celui que je vous montre il est gros, mais vous voyez dans la terre ce que ça fait. Plein de petits... Donc voilà, j'essaye d'en ramasser le plus possible. Mais bon, il en restera forcément. Voilà, le plastique c'est fantastique. Et on est en train de découvrir qu'il y a je sais pas, ce qui pourrait s'apparenter à du fenouil sauvage. Il y en a partout sur cette partie du terrain. En tout cas, ça ressemble aux feuilles de fenouil. Ça sent le fenouil. Donc écoutez, il faut que je me renseigne aussi pour savoir si c'est comestible ou pas. Mais il y en a partout! Là, on est en train de déblayer l'espace où on va mettre Willy. Donc petit coup de enxada. Et puis voilà. C'est ça, c'est plus une houe en fait. Mais bon, voilà. Et ça c'est vraiment l'outil que tous les Portugais connaissent et détiennent.
Et nous, bah, c'est notre premier outil. On rend honneur à ce pays, David. C'est surtout qu'on est des vrais autochtones. Le type du petit magasin où on a acheté ça ce matin, on lui a demandé où met un chad. Il savait qu'on était des connaisseurs. Et la petite astuce, vous saurez, du grand-père de David pour s'en servir, c'est que déjà, il faut pas mettre de gants, sinon, j'en sais rien, ça fait peut-être des ampoules. Et il faut cracher dans ses mains, les frotter avant d'utiliser ça. C'est la clé du succès. C'est comment on fait. Allez, oui, montre-nous. Nous, on ne fait que blablater. C'est comme ça ou pas? C'est plus vers toi. En arrivant au départ, ici tu peux me dire si j'arrive. Je vais essayer d'arriver lentement, mais je sais pas si je vais y arriver. Faut que tu me dises d'abord si je frotte, si je patine. Si je patine, il faut arrêter tout. Bon allez. Moi ce que j'ai plus peur pour patiner, c'est plutôt là où j'ai essayé de refaire la terre. Hein. Je vais enlever les rochers, bon. On verra si ça. Allez, bonne chance. Bon, continue. Mais t'y es là? Oui, mais il faut que je monte. Je suis en pente, mais je suis avec un gros wheelie. Hein. Regardez-moi ce wheelie dans la pampa. Youhou! Il est passé. Ça y est, Willy est sur le terrain, donc on va pouvoir en plus ouvrir la porte pour que nos minous découvrent leur nouveau chez eux aussi. Bref, ça va être bien. Là je pense qu'on va ouvrir 2 super bocs et puis on va savourer ce moment. On est sur le chemin pour aller à la plage qui amène directement de la maison jusqu'à la plage, puisqu'on est à quoi, 2 km? Même pas 2 km, donc on a un petit chemin, voilà, tout près, trop mignon. Donc probablement le chemin, je sais pas, on l'empruntera probablement souvent, tous les matins. Mais là, on va faire un truc un petit peu spécial puisque je suis en train de porter un maillot de bain, puisque pour soutenir une petite marque de mode éthique qui se lance, eh bien je m'apprête à faire des photos sur la plage début mars en maillot de bain. Voilà, tout ce qu'il y a de plus normal. Vraiment, je me donne pour la cause, hein. Vous ne pourrez pas dire le contraire. On arrive à la plage. Regardez comme elle est belle. Elle est toute encastrée dans ces espèces de falaises, on se croirait en Bretagne. C'est vraiment l'effet que ça me fait, surtout que les falaises sont toutes vertes. Et puis il y a une petite rivière, je sais pas si vous voyez là, il y a une petite rivière en fait qui rejoint l'océan, juste là. Et ça, moi j'adore ce genre de petits cours d'eau qui rejoignent l'infinité de l'océan. Je sais pas, j'ai toujours adoré cette idée-là. Et ben là, tout est rassemblé quoi, et c'est tellement beau, et se dire que c'est évidemment pas de notre plage, hein. Mais disons que c'est la petite plage vers laquelle on va pouvoir, comme disait David, marcher tous les matins. Enfin voilà, nous, en ce moment, enfin voilà, c'est la découverte de la vie qu'on s'apprête à vivre, donc autant vous dire que c'est tout plein d'émotions, tout plein d'enthousiasme. On sait hein, que les prochaines années vont être pleines de galères avec la construction de la maison, etc. Parce qu'on commence à discuter avec l'architecte et elle nous prévient que voilà, les délais, il faut s'attendre à quelque chose de très très long, mais on n'est pas pressé, franchement, on a plein de choses à faire nous de toute façon, donc on n'est pas pressé, ce sera fait quand ce sera fait, et pour l'instant, voilà, on profite. Bon, c'est un petit peu le bazar dans cette assiette, mais je voulais vous montrer une petite idée de repas facile dans le van, faritas. En base, on se met une petite sauce comme ça de chez Quintessence, elles sont super bonnes ces sauces. Du tofu, du chou kale, du chou lacto-fermenté, des pois chiches, et c'est délicieux, hyper rapide à préparer, il n'y a pas besoin de faire chauffer. Bref, merveille. Aujourd'hui, on est allé récupérer quelques colis Vinted, donc peut-être au point relais, mon nouveau point relais, c'est-à-dire le relais de cette nouvelle adresse. Je vais vous montrer ça à l'instant, je les ai pas encore ouverts, on va voir, enfin moi je sais très bien ce qu'il y a dedans, mais on va voir ça ensemble. Et hier, on est aussi allé faire des courses au magasin bio, puisqu'on va rester sans bouger, je pense, 3-4 jours sur le terrain, et donc on est allé s'approvisionner en légumes, etc. Les légumes, un magnifique chou romanesco, chou-fleur, laitue, il y avait du chou kale qu'on
qu'on a mangé à midi. Ça c'est des avocats qui viennent du village dans lequel la famille de David vit au Portugal. Écoutez, pour l'instant ils sont pas encore mûrs, mais j'attends vraiment de voir. S'ils sont bons, on récupère les noyaux. Quelques petites pommes, enfin bref, voilà. Mais j'ai deux choses à vous montrer. La première c'est celle-ci, c'est des umeboshi. Donc ce sont des prunes salées, c'est une recette d'origine japonaise. Et je vous ai posé la question sur Instagram, apparemment soit tu aimes, soit tu détestes. C'est très particulier, c'est un goût apparemment très bizarre. On m'a même conseillé de filmer quand on goûterait, donc écoutez, on fera ça dans ce vlog, donc stay tuned. Apparemment ça se mange avec un petit peu de riz, ça vient en fait amener l'assaisonnement, ça vient amener le petit goût salé au riz. Donc on essaiera ça. Hein. Mais j'ai lu aussi que ça pouvait remplacer la tomate éventuellement, donc pourquoi pas la mettre aussi sur des pizzas, dans des salades, etc. C'est ce que j'ai vu. À voir. Mais autre chose aussi que je voulais vous montrer, je ne sais pas si c'est trouvable en France, mais si vous habitez en Espagne ou au Portugal, vous êtes susceptible de rencontrer cette chose. C'est une soupe de la marque Amandine, donc je pense que c'est espagnol. Cette chose vraiment n'a absolument aucun intérêt, c'est-à-dire que on était content de trouver une soupe comme ça en format Tetra Pak, puisque faire des soupes dans un van c'est quand même pas la panacée, hein. Il faut faire cuire les légumes pendant longtemps, donc utiliser beaucoup de gaz, puis les mixer, nous on est team soupe, c'est-à-dire qu'on mange de la soupe tous les soirs quand on est à la maison, mais dans le van c'est déjà un petit peu plus compliqué. Donc on avait trouvé ça, on voulait essayer, mais en fait ce n'est ni plus ni moins que un vague bouillon de légumes. Donc c'est vraiment ce que j'aime appeler un brou éclair, donc c'est-à-dire juste de l'eau avec vaguement un petit goût. Mais bref, je ne vais pas épiloguer, ça n'a absolument aucun intérêt. Allez, maintenant, let's go pour ouvrir mes colis Vinted. À l'intérieur, il y a le fruit d'une recherche d'Auvernois. Vous savez, je vous en avais parlé dans une vidéo qui est sortie il y a quelques semaines. J'ai fait, il y a quelques semaines, une découverte sur la marque d'Auvernois, qui est une marque en fait que j'ai beaucoup retrouvée dans la penderie de ma grand-mère. Et j'ai découvert que c'était une marque de super qualité qui faisait des fringues made in France avec des matières vraiment de super qualité et qui était complètement sous-cotée sur Vinted, c'est-à-dire qu'on pouvait retrouver des manteaux 100% laine à 30 €. J'ai fait au départ ces recherches pour vous, mais je me suis faite influencer par moi-même et je me suis retrouvée à faire quelques petites commandes. Certaines d'Auvernois, mais d'autres pas. Vous savez, sur Vinted, une chose en amenant une autre. Voilà. J'ai 4 petits colis. On va commencer par celui-là. Sur TikTok, tout le monde ouvre ses colis comme ça devant la caméra. À chaque fois, j'ai peur que la personne se blesse. J'espère que je ne suis pas en train de vous créer ça. Regardez. Marque d'Auvernois, tissu italien. Il s'agit d'un magnifique manteau 100% laine, fabriqué en France, donc tissu italien, à 30 €. Voilà, c'est ce dont je vous parlais. Là-dedans, il est censé y avoir un pull d'Auvernois. Vu la taille du paquet, j'ai un petit peu peur. Franchement, j'ai jamais eu de soucis sur Vinted. Je ne sais pas si c'est parce que je fais attention ou si c'est parce que j'ai de la chance. Bah écoutez, on va voir. Hein. Un pull en laine acrylique de d'Auvernois aussi. Je n'ai pas pu résister. Regardez-moi ces couleurs, ces petits boutons dorés, absolument magnifiques. Bon, je vous montrerai sa portée, mais il est incroyable. On est sur 60 laine, 40 acrylique. À l'époque, c'est ce que je vous racontais dans la vidéo. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était un petit peu la matière, j'ai l'impression. En tout cas, la matière de d'Auvernois. La laine acrylique, parce que c'est comme ça qu'on l'appelait. Donc ce mélange de fibres de laine et de fibres synthétiques acryliques. C'était un petit peu la mode, je pense. Je sais pas. Colis suivant. Magnifiquement bien emballé, avec un petit nœud. En tout cas, c'est quelqu'un qui a un chat. Alors ce colis, c'est justement en me renseignant sur d'Auvernois, etc. Je suis tombée sur des comptes qui étaient spécialisés en marque vintage, etc. Et je suis tombée sur un compte Vinted avec une très jolie sélection. J'ai trouvé 2 pépites. Première chose, puisque j'étais dans ma recherche un petit peu en mode d'Auvernois, etc. Je suis tombée sur ceci. Une incroyable... Enfin, c'est quoi? Un pull, un gilet, ça dépend comment on le porte. En motif pied de poule comme ça, noir et blanc. Magnifique petit bouton doré. On est sur une marque qui s'appelle My Basic, fabriquée
en France. Et vous savez, ça c'est ce que je vous disais dans la vidéo justement où je vous parlais de cette astuce vintage, c'est que quand il y a écrit fabriqué en France comme ça sur l'étiquette, c'est qu'on est bien sur un vêtement qui date, qui est vintage. Franchement, regardez-moi cette merveille. T'en penses quoi? Tu l'as vu? T'aimes bien mes petites vestes de mamie comme ça? Et donc sur cette même boutique vintage, donc, elle vendait cette chemise, mais qui tombe tellement bien dans ma colorimétrie que je ne pouvais pas passer à côté. Là aussi, fabriqué en France et c'est écrit sur l'étiquette de la marque, comme ça. Ce petit col très pointu, je le trouve magnifique, puis même je sais pas, le coloris un peu géométrique comme ça, je trouvais que ça avait un côté très chic en fait, très créateur. Cette quête de vernois qui m'a entraînée à faire des trouvailles, parce que c'est ça le problème quand on s'intéresse au vintage, c'est que ça active un petit peu, vous savez, l'âme du collectionneur, puisqu'en fait cette chemise là, puisqu'elle est vintage, ben elle est introuvable ailleurs quasiment. Il y a pas longtemps j'essayais un petit peu comme ça de comprendre les rouages psychologiques qu'utilisait Vinted, enfin en tout cas qu'engendrait Vinted, pourquoi est-ce que ça rend autant accro et pourquoi est-ce que ça pousse autant à l'achat. Mais je pense que ce côté collectionneur de la pièce en fait qui est vraiment de collection puisque rare, bah, ça s'active. Il y a évidemment le côté bonne affaire qui est omniprésent puisqu'en fait on achète de seconde main et sauf cas très rares de type Cézanne par exemple où les pièces qu'on vend d'occasion sont plus chères que les pièces neuves, bah, le plus souvent voilà, il y a ce côté bonne affaire qui active aussi l'impulsion d'achat et aussi évidemment le fait que bah, on achète sous couvert de bonne conscience puisque on achète de seconde main. Mais je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite sur Vinted où je dénonçais un petit peu ça, le fait que il faut pas consommer de la seconde main comme on consomme de la fast fashion, puisqu'en fait au final c'est exactement le même cercle de consommation. On soutient un système qui est juste de la surconsommation. Mais bon, il y a tellement de choses à dire là-dessus, puisque c'est évident que quand on est passionné de mode, on va avoir besoin de fabriquer plus de looks, puisque ça va être une sorte de passion, de composer des looks, d'assembler des pièces avec d'autres, de faire du stylisme en fait. Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant d'avoir ce dont je vous parle souvent, qui est la liste de besoins, qui est en fait une liste de vêtements dont vous avez besoin pour peaufiner des looks. Alors évidemment, quelqu'un qui n'en a pas grand chose à faire de la mode, sa liste elle va être toute réduite, et quelqu'un qui va être passionné par le fait de composer des looks, sa liste va être un peu plus longue, mais au moins en fait il y aura une liste. Ce sera vraiment posé. Pour composer tel look, en fait j'ai besoin d'une chemise avec un petit col pointu, ou d'une chemise colorée comme ça. Ces couleurs-là, c'est vraiment les couleurs qui me vont, c'est les couleurs de ma colorimétrie. Cette espèce d'amalgame de couleurs, en plus ça bave de tous les côtés. Le peintre n'a pas réussi à faire tenir la peinture à l'intérieur des traits. Enfin bref, moi je trouve ça absolument magnifique, ça me représente totalement et je sais que je vais la porter tout le temps. Et dernier colis, ça c'est un petit peu en divagant, j'avoue. Mais vous allez voir, ça a l'air magnifique. C'est la petite pépite. C'est censé être une veste 100% soie, enfin plutôt une sorte de kimono. Et alors quand vous allez voir les couleurs, mon Dieu. Non mais regardez-moi ça. Oh là 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 là, c'est tellement beau. Je crois que c'est la pièce la plus belle que j'ai jamais possédée. Qu'est-ce que t'en penses, David? Non mais c'est incroyable. Tu crois pas? Qu'est-ce que t'en penses? Hein? Quoi? Mais c'est juste bien ou c'est magnifique? C'est de la soie. Oh là là, non mais sincèrement c'est incroyable. Et alors ce qui est marrant c'est qu'il n'y a absolument aucune étiquette. Ni là dans le col, ni même à l'intérieur, il y a zéro étiquette. Donc je pourrais pas vous dire d'où ça vient. Et je l'ai payé 10 €, les gars. Non mais c'est pas possible, enfin je veux dire... J'en reviens pas. Bon, clairement, c'était de très belles trouvailles. Hein. Je suis très contente de cette petite session Vinted, ça faisait très longtemps. Et bien écoutez, c'est un franc succès. Bon, c'est le grand jour, on goûte les umeboshi. What? On dirait que c'est moisi. C'est quoi ce truc? Pourquoi? C'est pas la... C'est bizarre, non? Toi tu vas aimer, ça sent le pruneau.
Et c'est quoi? C'est des herbes. Alors c'est fait pour manger, donc on s'est fait une petite assiette, chou romanesco, petite boule de riz. Eh mais attends! Alors? C'est très salé. Mais t'es censé du coup manger ça, tu vois, avec ton plat. Et c'est censé assaisonner un petit peu le tout, apporter un petit peu... C'est acide, salé, non, c'est très bon. Ah ouais? Bon, et ben je vais goûter ça. Donc c'est comme ça, hein, c'est une espèce de vieille prune qui a trop mariné. Ça sent le pruneau. Un petit coup de pruneau au départ, mais après il s'en va. Effectivement, c'est très salé. Au départ, mais après ça va. Après c'est plus l'acidité qui vient. C'est très bon. Effectivement, je pense que ça va être super bon avec ce plat là. Bon bah voilà. C'est super bon. Et c'est raffiné en fait, ça apporte un goût qu'on connaît pas trop. Et alors effectivement, je veux bien croire qu'en salade coupée en petits morceaux comme ça apporte vraiment ouais, un petit goût acidulé en plus. C'est vraiment hyper intéressant. En vrai, quand on cherche à épater un petit peu les convives, tu mets mais juste une comme ça coupée en petits morceaux dans la salade. Les gens ne savent pas d'où ce goût vient et pourtant ça apporte toute la saveur. C'est super bon. Pour faire un petit peu de place pour quand l'architecte va venir, on est en train de déblayer un petit peu l'entrée. Et donc David s'en prend à cet immense cactus. Il est gigantesque. Vraiment, je sais pas si vous pouvez vous rendre compte de la taille de ce tronc, mais il est géant. Puis bon, en même temps, je me dis qu'un cactus géant comme ça, regardez vraiment c'est vraiment des vraies aiguilles. Hein. Un cactus géant comme ça à l'entrée chez soi, c'est peut-être pas très accueillant. Mais regardez-moi ça, ça pousse comme du chien-dent quoi. Sauf que ça devient un immense cactus avec de très très grosses aiguilles. Mais tout ça c'est des petites pousses, hein. Ça se replante et encore on en a coupé tout plein là. Il fait beau, comme vous le voyez. Ça fait plusieurs jours maintenant qu'on est installé sur le terrain, mais on a eu quand même pas mal de jours de pluie. Et dans le van, sous la pluie, bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux, même si on avait quand même beaucoup de travail. Donc voilà, être dans un van ou dans une maison alors qu'il pleut dehors, finalement, ça ne change pas grand-chose, surtout quand on a beaucoup de travail. Mais si je voulais vous faire cette petite mise à jour, c'est parce que parmi tout le travail qu'on avait à faire, il y avait notamment nos projets d'architecture, puisque on est rentré en contact avec la fameuse architecte dont je vous parle depuis le début, qui est spécialisée dans les constructions terre-paille, qui, on a vraiment l'impression, est réellement engagée parce qu'elle participe à plein de projets, mais pas seulement d'architecture, c'est-à-dire qu'elle va s'intéresser à la permaculture, elle va s'intéresser à tout plein de choses qui sont reliées à tout ça, parce que finalement c'est une façon globale de voir le monde, hein, n'est-ce pas? Donc on est rentré en contact avec elle et on avait tout un espèce de formulaire avec plein de documents à fournir, etc., des mood boards, pour qu'elle puisse voir en fait si le projet l'intéressait, tout simplement. Et la bonne nouvelle, c'est que oui, le projet l'intéresse. Elle a notamment insisté sur les moodboards, donc ça me fait bien rire, puisque ces moodboards Pinterest, moi je les alimente depuis des années. Donc David se fout de moi depuis des années parce qu'il refuse de les regarder quand on parle un petit peu de notre maison, quand lui se penche un petit peu sur les plans concrets. Moi j'arrête pas de le renvoyer vers mes moodboards en lui expliquant à quel point c'est important quand même. Eh bien écoutez, l'architecte a dit que elle se projetait beaucoup dans ses moodboards, que c'était exactement ce qu'elle aimait faire, que le projet l'intéressait et que donc elle allait venir visiter notre terrain. Puis ensuite évidemment nous proposer un prix, puisque oui, il y a ça aussi qui va rentrer en jeu. Est-ce qu'on va être capable de travailler avec elle financièrement ou pas? En tout cas, idéologiquement, pour nous c'est vraiment celle qu'il nous faut quoi. Après bon, est-ce qu'on peut suivre financièrement? Bon, ça ce sera autre chose. Et donc on a réalisé hier avec David qu'on allait enfin rencontrer cette architecte sur laquelle on fantasme depuis des mois et des mois. Et ouais, que ça y est, ça allait se faire quoi, que tout s'aligne finalement, puisque elle pouvait ne juste pas être intéressée par notre projet, et finalement je sais pas, moi j'ai senti même un petit peu d'entrain. Écoutez, bon, on verra, il faut croiser les doigts pour que les planètes restent alignées jusqu'au bout. Hein. J'ai hâte de la rencontrer, de voir un petit peu ce qu'elle imagine, ça va être trop bien. Regardez ce qu'on vient de recevoir, c'est quand même une sacrée étape. Notre boîte aux lettres qu'on va aller installer. Regardez-moi si elle est pas belle. Let's go.
Et voilà, si c'est pas beau ça, affaire conclue. Ça y est, on vient de rencontrer Catherine qui est notre architecte, l'architecte dont je vous parle depuis le début, qui est spécialisée en éco-construction et qu'on fantasme de rencontrer depuis des mois et des mois. Elle s'est déplacée sur le terrain tout à l'heure pour nous rencontrer, déjà c'est une première chose, mais aussi pour voir le terrain. Et écoutez, c'est le coup de cœur de notre côté, vraiment, c'est quelqu'un de foncièrement bon, ça se voit, ça se sent, et puis elle est extrêmement renseignée sur tous les sujets qui tournent autour de l'éco-construction, ce qui est extrêmement rare ici au Portugal. Déjà, elle nous a dit à peu près 48 fois que notre terrain était fabuleux, merveilleux et tout autre adjectif possible, vraiment, Enfin, nous on est plutôt d'accord avec elle, mais l'entendre d'une personne qui finalement côtoie autant les projets architecturaux du coin, ça nous a fait vraiment plaisir, on s'est vraiment rendu compte, ça nous a encore plus conforté dans notre reconnaissance absolue et éternelle que oui on a beaucoup de chance d'habiter là. Et ça fait pas un peu bibendum à la caméra ça là, quand je suis posée comme ça, on dirait pas que j'ai des épaules qui sont d'1,50 m de large. Et je suppose qu'on aura l'occasion d'en parler en long, en large et en travers dans de futurs vlogs, mais en gros là en discutant avec elle, elle nous a confirmé que c'était extrêmement difficile de faire de l'auto-construction au Portugal, c'est-à-dire de bâtir soi-même sa maison. Ça on avait cru le comprendre en se renseignant pas mal. Déjà voilà, c'est obligatoire de passer par un architecte. On peut filouter de temps en temps, mais voilà, c'est pas forcément facile de filouter. Et elle nous a également confirmé que c'était encore plus difficile qu'en France de faire de l'éco-construction, donc d'utiliser des matériaux éco-responsables, éco-conçus, locaux, etc. parce que la législation au Portugal n'est pas encore du tout assez avancée et l'administration est même plutôt frileuse vis-à-vis de ce genre de projet. Donc bon, en gros, faire de l'autoconstruction et de l'éco-construction au Portugal, c'est une aventure. Et les projets qu'on peut suivre qui mêlent un petit peu tout ça, en général, c'est soit qui sont pas très légaux, soit qu'ils arrivent à filouter en fonction des régions. Apparemment c'est plus ou moins facile, mais elle nous a clairement fait comprendre que nous on était dans une région probablement la pire du Portugal à vrai dire. Mais ce qui est bien, c'est que elle a vraiment toutes les clés en main pour prendre les meilleures décisions, donc c'est-à-dire faire du mieux possible avec tout ce qu'on peut faire au regard de la loi quoi. Donc on a pu discuter avec elle de plein de formes de construction, de matériaux, etc. C'était hyper intéressant, elle est passionnée, elle connaît plein de choses. Nous évidemment on s'est renseigné en amont ça fait plusieurs années qu'on se renseigne sur ces sujets, donc on connaissait pas mal de choses, donc ça a vraiment permis d'avoir une discussion riche sur le sujet, de voir ce qui était possible de faire et de ne pas faire. On s'est rendu compte que ce serait pas possible de construire une maison autant éco-construite qu'on voudrait parce que c'est le Portugal, voilà. On servira peut-être comme elle le fait à faire pousser un petit peu les barrières du Portugal, à faire un petit peu réfléchir, parce qu'évidemment plus il y a des projets qui vont aller toquer à la mairie pour dire moi j'aimerais bien faire ça et proposer des projets et qu'au final on s'aperçoive que ce sont des projets qui fonctionnent, ça va faire évoluer un petit peu les choses. Mais voilà, aujourd'hui se lancer dans un projet éco-conçu au Portugal, ça va pas être facile. En tout cas ça a vraiment été un gros coup de cœur pour nous. J'ai l'impression qu'elle est vraiment hyper intéressée par notre projet, elle adore le terrain. Je pense que vraiment c'est un bon match et je pense aussi sincèrement que c'est la meilleure personne pour nous accompagner parce que en vrai c'est un petit peu la seule à avoir ce savoir-faire et comme je vous l'ai dit, il faut d'un côté des connaissances solides sur les matériaux, l'éco-construction, etc. et en même temps savoir comment ça se traduit concrètement dans le pays avec la loi en fonction des différentes législations qui sont différentes selon les régions comme je vous disais. Bref, ça va être... voilà, on s'y attendait, pas mal de galères, mais je suis sûre qu'avec elle à nos côtés, ça va le faire. Mais bref, je veux vraiment vous emmener avec nous dans cette aventure-là, donc on suivra ça. Là, cette semaine, c'était un petit peu des petites images à droite à gauche que j'avais envie de vous filmer. Mettre Willy sur le terrain, installer la boîte aux lettres, rencontrer l'architecte, c'était de grosses étapes pour nous. En tout cas, voilà, j'ai hâte de vous emmener avec nous dans toute cette aventure et de partager tout ça avec vous. J'espère que ce vlog vous aura plu avec plein de petits instants de vie comme ça sur la semaine. J'avoue, c'était un petit peu le bazar, je sais
sais pas encore ce que ça va donner parce que j'ai pas commencé le montage, mais même si c'est David qui va s'en occuper, donc le montage n'est pas encore commencé, mais j'ai l'impression que ça va être un petit brouhaha de choses et d'autres, donc dites-moi si vous aimez bien ce genre de format. En tout cas, si ce vlog vous a plu, que vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.